Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 3. Let's go! Bienvenue à tous à ce troisième épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Comme invité aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami du nom de Marc-André Lalonde. Depuis longtemps, l'objectif de carrière de Marc-André est d'être son propre patron. Après avoir lu le livre Secret d'un esprit millionnaire, dans lequel l'auteur conseille d'investir dans son éducation, il décide de suivre ce conseil et d'investir dans une formation en immobilier. En plus de lui permettre d'être son propre patron, il remplit un deuxième objectif qui est très important à ses yeux, qui est celui d'être libre. Dans les dernières années, Marc-André a beaucoup voyagé et vécu de belles aventures. Pour être bien honnête, je suis un petit peu jaloux. Comme il y a eu un problème avec l'enregistrement des salutations, on va passer directement à la première question, mais le reste de l'entrevue a super bien été. Merci, bonne écoute. Si tu veux, parle-nous un peu de ce que tu fais pour gagner ta vie, comment tu t'es lancé en immobilier, puis c'est quoi tes projets actuels? C'est bon. Fait qu'en gros, le tout début, ça a parti en 2007. En fait, ça a parti avant de ça. Quand on était à l'école ensemble, mon but à ce moment-là, c'était d'être ingénieur. Juste avant, c'était d'être pilote d'avion acrobatique, mais maintenant, je me suis rendu compte que pour être pilote d'avion, finalement, tu es assis dans une chaise à regarder des cadrans pour toutes tes heures de travail. Fait que j'ai comme fait genre, ouais, c'est pas c'est peut-être pas aussi intéressant que je pensais que ça allait être. Fait que après ça, je voulais être ingénieur, tout ça, mais comme tu me connais très bien, j'avais la jasette facile à l'école, puis il me manquait les notes pour aller chercher mes préalables. Fait que j'ai essayé ça pendant un petit bout de temps. J'étais au cégep, je faisais mes cours de base, tout ça, puis ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, je me suis comme dit, bon, regarde, c'est soit je m'y mets, là, je sais que je suis capable de le faire, mais il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je me botte là derrière, finalement, pour aller chercher les préalables. Je suis allé, j'ai décidé de suivre un cours en électricité de construction pour être mon propre patron. Fait que ça, c'est devenu ma première priorité, là. Je me disais, d'être ingénieur, gagner 200 000 par année, mais de me lever à chaque matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, ça faisait pas vraiment de sens pour moi, là. Fait comme, c'est pas ça que je veux pour ma vie. Fait que j'ai décidé de faire le cours d'électricité de construction que j'ai réussi, j'ai complété. Puis à ce moment-là, je travaillais comme serveur, je faisais quand même de la bonne argent, tout ça, j'avais des super belles horaires, j'avais une belle vie équilibrée, je travaillais pas beaucoup, je travaillais 25-30 heures semaine, puis je pouvais me payer tout ce que je voulais, l'argent n'arrêtait pas de s'accumuler dans mon compte parce que j'étais hyper économe. Fait que après avoir passé, c'était 4 mois pour me trouver une job en électricité, j'en ai finalement trouvé une, puis en 2 mois, le gars il m'a donné 55 heures de travail, puis j'étais comme... Regarde, je pense que je vais juste continuer dans la branche de la restauration, puis je vais, finalement, en tout cas, j'ai bifurqué un petit peu vers l'assurance vie, tout ça, tous les trucs, là. Je sais pas si tu connais Primerica. Non. Primerica, c'est un système de paliers multiples. OK. Marketing, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais... multi-level marketing, là. Ouais, ça, mais exactement. Sauf que l'information qu'ils donnent, elle est absolument incroyable là, au niveau de l'éducation financière. Là. Écoute, ça fait des années puis des années puis des années qu'ils travaillent la formule. Ils font des présentations gratuites pour les gens pour leur expliquer la base des finances personnelles. Puis ça, j'ai tellement appris d'eux autres, c'est ridicule. Là. Sur le développement personnel aussi, là, c'est incroyable. Là. C'est ça leur machine finalement, c'est de développer des gens à devenir d'excellents vendeurs pour leur système de paliers multiples. Fait que, il y avait beaucoup de support pour le développement personnel, etc. Fait que finalement, tout ça m'a mené à l'immobilier, où est-ce que j'ai vu une annonce dans le journal Courrier du Sud, puis il disait coaching, il disait soirée mensuelle, première des choses, hein, soirée mensuelle du club immobilier, nanana. Fait que j'étais allé voir, c'était 20$. J'étais allé voir ce que ça avait là. Puis finalement, là, ils parlaient de leur coaching. Le coaching, c'était 4000$. Puis ils disaient, c'est un coaching de 10 mois, on vous prend vraiment par la main, puis on vous forme pour être des investisseurs. Puis moi, je venais juste de finir de lire le livre Secret of the Millionaire Mind, Secret d'un esprit de millionnaire par T. Harv Eker, c'est un Canadien.
OK. Puis dans le livre, un des 17 principes, c'est investissez dans votre éducation. Mhm. Fait que j'ai comme fait, garde. Lui, il dit investissez dans votre éducation. Fait que je vais juste l'écouter, là. Je vais pas faire à ma tête. C'est lui qui. Lui, sa pile de cash est pas mal plus grosse que la mienne. Fait que je vais écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Fait que j'ai signé le chèque de 4000$ en quasiment me fermant les yeux. Là. C'était vraiment beaucoup d'argent. Là. Quand même, hein? Puis, mais je l'ai fait. Tu sais, il y a du monde qui vont s'acheter, je sais pas moi, une TV, un système de cinéma maison à 4000$. Moi, je me suis payé une formation en immobilier à 4000$. Ah, Puis, c'est ça n'a pas pris long. J'ai rencontré mon partner. Lui, il m'a. C'est un partner slash mentor. Là. OK. Il est plus vieux que moi de 9 ans. Lui, il travaillait en informatique, il faisait des gros salaires, là, il faisait son 100 000 par année, puis tout. Puis il m'a approché. Il dit, tu sais, t'es assis en avant, tu poses beaucoup de questions, t'as l'air allumé. Il dit, moi, je cherche quelqu'un pour faire de la recherche. Il dit, je suis prêt à le payer 15$ de l'heure. Puis le but, c'est, tu sais, dans le fond, de rentabiliser le 15$ de l'heure. Mettons que ça coûte 30 000 dans l'année pour cette personne-là qui a fait de la recherche mettons, à temps plein à 15$ de l'heure. Ben, le but, c'est d'avoir créé plus que 30 000 de valeur. Puis lui, dans sa tête, il se disait, si je break even, je vais avoir appris gratuitement. Voilà ça. Fait que c'est quand même... Lui, je te le dis, là, Joe, là, non, mais il est vraiment, vraiment intelligent, ce gars-là. Là. OK. Il a vraiment comme un edge que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Là. Ah ouais. Il pense pas comme les autres. Là. Il est vraiment comme hyper logique, hyper genre calcul, tu sais. Toi, si on parle de ça là tu donnerais-tu 30 000$ à quelqu'un pour qu'il fasse de la recherche en immobilier? Tu dis, 30 000$, c'est beaucoup d'argent. Ouais, mais si t'en ramènes 60 000, ouais. C'est vraiment beaucoup d'argent? Ben non. C'est payant. Fait que lui, il pensait comme ça. Fait qu'on a commencé, on a rentré en partenariat à 50-50. Moi, j'ai dit, mon but, c'est d'être mon propre patron. Je veux pas avoir de relation où est-ce que quelqu'un qui a du pouvoir sur moi et qui peut prendre plus de décisions. Si je rentre dans ce deal-là, c'est 50-50. Les deals qu'on fait, c'est 50-50. Je suis prêt à partager 50% des pertes aussi. Là. Ça va d'un bord comme de l'autre. Fait qu'on a commencé comme ça à fin 2007. On a acheté notre premier triplex sur le plateau Mont-Royal pour faire 3 condos. Puis, en tout cas, je pourrais en parler longtemps. Là. C'était vraiment un immeuble. Le gars, au 3e étage, il ne payait plus le propriétaire depuis 2-3 mois. Mais tu sais, ils n'ont pas dit ça là, quand on a acheté l'immeuble, évidemment. Évidemment. Par de ça, le monsieur au rez-de-chaussée, c'est un vieux monsieur. Il habitait dans un 3,5 avec son frère et son chien. Il n'avait jamais lavé l'appartement depuis les 25 dernières années qu'il habitait là. Oh non. Puis les deux fumaient comme des cheminées. Les fenêtres étaient tellement couvertes de nicotine, là, tu pouvais gratter la nicotine en dedans des fenêtres. Là. Ça sentait là, la charogne là-dedans. C'était vraiment... Ça levait le cœur pour vrai. Là. C'était vraiment quelque chose. Ben, ce monsieur-là, moi, il fallait que j'y trouve une place où rester là, si on voulait faire des condos. Fait que j'allais le chercher. Je le cherchais avec mon char. Je le rentrais dans mon char. Puis on va aller visiter des appartements ensemble. Puis il m'avait donné des critères super stricts. Là. Il dit je veux pas que ça soit à plus qu'1 kilomètre de mon appartement actuel. Je veux un rez-de-chaussée parce qu'un vieux monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait pas plus que 800 par mois, mais on était sur le plateau, là, sur le plateau Mont-Royal, 800 par mois. Bonne chance, c'est ça. Un rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça, c'était pas facile à trouver. Mais écoute, après en avoir visité plusieurs, tout ça, j'ai finalement réussi à y trouver une place. Fait que c'était win-win pour tout le monde. Finalement, il a emménagé dans un endroit qui était bien plus propre. Là, je sais pas si 25 ans plus tard, il va sûrement être aussi sale, mais mais au moins, lui, il a amélioré sa qualité de vie. Puis nous autres, on a pu faire notre projet. Non, c'est clair. Fait que ça a commencé comme ça. On a acheté une petite maison à Sorel. On a payé ça 20 000. On a revendu 92 000 une couple de mois plus tard. Malade. Plein de projets comme ça qu'on a fait là, au fil des années, jusqu'à la fin 2012. Là, où est-ce que là, à fin 2012, c'était vraiment intense. Là, on avait un autre gars qui faisait de la recherche avec nous autres, puis là, on commençait à vraiment trouver des projets hyper payants. On avait appris de nos erreurs, tout ça. Il y a un projet sur lequel on a perdu 90 000$. Oh! Ouais, parce qu'on avait mal évalué les valeurs de revente des condos. C'est un secteur qui était un petit peu dans le coin du boulevard Gouin, dans le nord de Montréal. Mm-hmm. Puis il n'y avait pas beaucoup de comparables. On n'avait pas suffisamment d'informations, de data pour faire une bonne étude de comparables.
Et puis, on s'est fié à l'évaluateur, mais il s'est complètement planté. On était censé vendre nos condos 370 000, puis l'autre 330 000, puis on a fini par vendre 310 puis 268, choses comme ça. OK, ouais. Ouais, puis ça, c'est en plus des intérêts avec le prêteur privé qui roulait à 10%, là, 10% par année. Okay, sur la totalité du prêt hypothécaire. Fait qu'on l'a gardé 1 an. Fait qu'on a fini par perdre vraiment beaucoup d'argent avec ce projet-là. Mais regarde, on a appris. Puis on a pas. On avait 3 autres projets dans cette année-là. Puis les 3 autres projets ont compensé. Là. En bout de ligne, on n'est pas sorti perdant, mais mettons que tu veux pas refaire ça, là, cette expérience-là. Un coup que tu l'as vécu une fois, là, tu prends ta leçon assez vite. C'est clair. Tu penses que c'est ta pire expérience que t'as vécue, justement, en entrepreneuriat? Probablement, oui. Ouais. Au niveau financier, définitivement. Là. Mais t'en as-tu une qui t'a déjà travaillé un peu, mettons, l'esprit, là, que t'as de la misère à dormir, puis tu savais pas trop comment... Ouais, ça, il y en a plus qu'une. Ces projets-là sont stressants, tu sais, je veux dire, tu roules avec des taux d'intérêt, tu sais, épouvantables. Quand ça se vend pas, là, c'est tout ton profit qui part en fumée. Vendre ça. C'est très, très... tu sais, tu peux faire bien de l'argent, mais tu peux en perdre aussi, là. Fait qu'il faut que ça roule. Faut que tu vendes vite. Puis quand tu vends pas vite, c'est tout ton profit qui part en fumée, là. Non, c'est des nuits blanches. Mais pas des nuits blanches, là, je dirais pas à ce point-là, mais avoir de la misère à dormir, puis, tu sais, penser à des problèmes pendant que tu dors, te réveiller, des fois avec des solutions, des fois pas pantoute, là. Ouais, j'en ai eu plusieurs des nuits comme ça c'est officiel. C'est sûr. Ouais. La formation que tu avais achetée, c'était-tu spécialement dirigé sur les flips ou c'était plus investissement immobilier généralisé? C'était généralisé. Okay. Ouais. À ce moment-là, là, ils ne faisaient pas vraiment de formation sur les flips. C'est venu par après. Là, ils en font aujourd'hui. OK. Fait que je pense que c'est bien. Je ne l'ai jamais suivi, là, mais si c'est de la même qualité que la formation que j'ai suivie, la formation générale, c'est bien pour commencer. Il faut que tu commences en quelque part. Puis, regarde, pour vrai, là, si on met ça en perspective, là, j'ai dépensé 4 000 $, j'ai appris un paquet d'affaires, puis j'ai rencontré mon partner, puis là, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on fait affaire ensemble. Non. C'est 4 000 $, là, Joe, sérieux, j'aurais payé 20 000 si j'avais su, là. Où est-ce que je serais rendu aujourd'hui, là. J'aurais payé même plus que ça, là. Ça n'a pas de prix, là. C'est clair. Puis ce partner-là, David, qui s'appelle, c'est un ami incomparable aujourd'hui, là. C'est pas juste un partenaire d'affaires, c'est aussi une personne extrêmement importante dans ma vie en général. Là. Fait que, non, c'est vraiment... c'est fabuleux ce qu'on peut faire vraiment en fermant les yeux et en faisant un pas vers l'avant, dans la bonne direction, juste en faisant confiance puis en mettant le travail aussi, il faut mettre le travail. Mais, non, c'est clair. Mais de faire le premier pas, là, puis d'aller dans cette direction-là, c'est... d'aller vers ses rêves, là, puis ce que les autres te disent, oublie ça, là, tu y arriveras jamais, ou peu importe, là, c'est pas vrai. C'est toi qui fais ta réalité. Clairement. Ouais. Faut vraiment que tu fasses le step, là, que tu t'essayes, puis que... Un peu aveuglément parfois, là, mais comme tu dis, mais faut quand même... J'étais jeune et naïf, là. Pour moi, c'était T'avais quel âge, à peu près? J'avais 22 ans quand j'ai commencé. Ah, quand même, hein? Ouais. Pour justement en immobilier, c'est quand même jeune, d'après moi. Ah, c'était vraiment jeune, là. Même moi, là, je verrais un jeune de 22 ans, là, aujourd'hui, là, il viendrait vers moi, puis comme, moi, je veux faire de l'immobilier, je serais comme, ben, tu sais, honnêtement, c'est sûr que, tu sais, j'ai une perspective différente, là, je serais comme, ben oui, ça se peut, mais, tu sais, c'est sûr que je serais comme, ouais, 22 ans, tu sais, c'est... Ouais, fait que non, j'étais jeune et naïf, je me garde, j'y croyais, puis je pense que ma confiance a été contagieuse, David a cru en moi aussi, puis il m'a donné une chance. Puis regarde, il n'a pas manqué sa shot. Là. C'est vraiment... Tu sais, il dit lui aussi. Là, il dit, je me serais jamais rendu où je suis rendu aujourd'hui si ça n'avait pas été de toi. Lui, il est plus du type conservateur. Moi, j'étais plus du type optimiste. Fait que c'était tout le temps moi qui poussais pour... tu sais, tel projet, là, je pense qu'il va être bon. Puis là, lui, il dit, ouais, mais là, si ça puis ça va mal, ça donne quoi? Tu sais, fait qu'on... Finalement, on se complétait, là, les deux, là. Ouais, c'est ça qu'ils disent, d'aller chercher en associé, c'est d'aller chercher le contraire de toi-même. Souvent, le monde va essayer d'aller chercher quelqu'un qui est un peu comme eux autres, sauf que le problème, c'est justement, vous allez avoir un peu les mêmes défauts et les mêmes forces. Fait que vos défauts, ben, vous allez devoir trouver quelqu'un pour compléter cette partie-là. Ouais. Si tu prends un associé que lui,
tes faiblesses, c'est ses forces, puis le contraire, mais vous allez pouvoir vous aider dans ce cas-là. Ouais, David, il se vante des fois, il dit qu'il il est, il est la seule personne qui a réussi à me faire focusser sur quelque chose pendant plus que X nombre de mois, là. Parce que moi, j'étais comme une girouette, là. C'était tout le temps la nouvelle meilleure idée qui était excitante. Let's go, on part là-dessus, là. Mais il a fini par me faire focuser sur une chose, puis ça a vraiment produit des résultats, là. Fait que... C'est clair. Mais comme là, aujourd'hui, justement, c'est vos revenus, c'est pas mal juste une chose, là, qu'on jasait un peu avant l'entrevue, mais c'est là, présentement, vous avez juste des blocs à logement à louer. Ouais, ben on a fait du flip et de l'immeuble à revenus jusqu'à la fin 2012. En fin 2012, moi, c'est là où est-ce que moi, j'ai eu des défis personnels avec ma copine, là, ça allait pas bien, tout ça, puis moi, ça a toujours été clair dans ma tête que ma relation, ça allait été une priorité avant tout. Fait que quand ça a commencé à aller mal, tout ça, un moment donné, j'ai eu une discussion avec David, mon partner, puis j'ai dit « Ouais, David, je vais être honnête avec toi, là, si c'était pas de la business, je sacrerais mon camp avec ma blonde, puis j'irais réparer ma relation. » Puis il dit, Marc-André, il dit t'es pas obligé de rester dans cette situation-là. Là. » Il dit on peut très bien arriver à une entente qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis il dit de toute façon, le marché des condos, là, on était à la fin 2012, là. Le marché des condos commençait à fléchir un peu. Puis on savait qu'on n'avait pas pour trop longtemps non plus là, à continuer à faire du flip de condos parce qu'à un moment donné, ça viendrait trop risqué. Là. Ouais, c'est clair. Quand ça plante, ça ne donne pas vraiment de signal d'alarme. Là. Ça plante. Là. Tu restes pris de ton inventaire, puis ça fait mal. Là. Fait que on savait qu'on en avait pour 1 an ou 2 au max à la fin 2012. Fait que quand j'ai dit ça, il dit ben regarde, il dit aide-nous à finir les projets. Moi, j'ai dit que si c'était juste de moi, je vendrais tout. On avait à ce moment-là, on avait un 6 logements puis un 12 logements qu'on est en train de convertir en condo. Puis j'avais dit, moi, si c'était juste de moi, je vendrais le 6 logements en 2 triplex puis le 12 logements en 4 triplex. Puis that's it, beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de dealer avec les locataires. Tu revends en plus petits morceaux, tu fais un profit, mais un profit moins important que revendre à l'unité en condo, évidemment. Mais c'est ça. Mais moins de troubles. Là. Moins de troubles, puis plus rapide. Fait que je dis, moi, je serais prêt à te vendre ma part à ce prix-là, au prix où est-ce que, moi, je les aurais vendus en triplex. Puis il dit, parfait. Il dit, moi, je rachète ta part à ce prix-là, puis je vais refaire les condos moi-même, puis je prendrai la balance, finalement. Il a fait plus de travail pour avoir plus de profit. Puis moi, j'ai fait moins de travail, puis moins de profit, mais moi, ça me convenait mieux. Fait que finalement, c'est ça qui est arrivé. Puis on est parti, moi puis ma copine, dans le temps, on est parti en Thaïlande. Là. Elle est restée avec moi pendant 4 mois. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné, là, notre relation. On a tout essayé, au moins, mais elle n'a pas été plus loin que ça. Puis moi, j'ai continué à voyager là, en Thaïlande. Je suis resté 9 mois en Thaïlande, 1 mois et demi au Népal. Après ça, j'étais allé 2 mois en Espagne, 2 semaines à Amsterdam. J'ai passé à peu près 13 mois en voyage. Oh, le rêve. Ouais. Fait que non, vraiment une super belle expérience. J'ai appris plein d'affaires. J'ai aussi appris que, c'est quand même assez curieux, là, mais moi, mon rêve, c'était d'être indépendant financièrement puis de ne pas avoir à travailler. Je me suis rendu là, mais pour me rendre compte que c'est vraiment plate. Quand t'as rien, là, quand t'as pas d'objectif, quand t'as rien que tu look forward to. Je sais pas comment dire, là, mais... Ouais, moi non plus, mais t'as rien qui est... C'est ça, ben, de toute façon, je l'ai dit dans mon premier épisode qu'on va dire les anglicismes, puis c'est sûr qu'on est capable de les traduire, c'est correct, là. Mais tu sais, t'as rien qui t'attend le lendemain, là, tu sais, genre... Ouais, c'est ça, sur lequel tu travailles pour rendre ta vie meilleure demain, Quand tu dis, bon, ben c'est ça, je suis rendu à la fin, le sentiment, c'est quasiment comme si t'es mort. Comme, bon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout est fait, c'est bon, là, plus rien à faire. Fait que, on se gratte, puis on check par la fenêtre. Tu sais, c'est genre ça. Tu sais, on pense que, tu sais, hey, si je travaillais pas, là, je jouais aux jeux vidéo, genre, tous les jours, pendant le restant de mes jours, tout ça, tu sais, puis je l'ai fait, là, je me suis claqué un méga sprint de Diablo 3 pendant 2 semaines, j'ai clenché le jeu au complet. Mais un coup que le jeu est fini, là, tu reviens en réalité, puis t'es comme... Ouais. Bon, je pense que j'ai assez joué, là. C'était le fun, mais j'ai fait le tour de la cassette, là. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure, tu sais? Fait que j'ai essayé un paquet d'affaires. J'ai commencé un cours de Dive Master à Koh Tao, en Thaïlande. OK, cool. Puis c'était super intéressant, mais
c'était pas si trillant que ça. Là. La plongée, c'est relax quand même. Là. C'est pas un sport d'adrénaline tant que ça. C'est sûr qu'il te faut un peu d'adrénaline, justement. Ouais, exactement. Puis j'étais comme, tu sais, puis à un moment donné, faire le party, là, ça vient que, tu sais, c'est correct, là, tu l'as joué, la game, là, tu sors le soir, tu en prends une coupe de bière avec tes amis, des belles filles, finalement, tu reviens avec la fille à ta chambre, tu fais l'amour, le lendemain, elle s'en va parce que ça continue, tu sais, à voyager à travers la Thaïlande, puis, tu sais, la vie continue, puis tout ça, tu sais, c'est toutes des belles expériences, mais, à un moment donné, tu veux développer quelque chose qui a plus de substance, plus de... Tu sais, que tu travailles dans quelque chose qui a de la valeur. Tu sais. Moi, j'ai toujours valorisé les relations à long terme avec mes copines. Puis, c'est ça, c'était le fun, là, s'amuser, tout ça. Je pense que tous les gars doivent le faire au moins une fois dans leur vie. Mais c'était pas ça qui me nourrissait. C'était comme des petits plaisirs faciles. Là, tu sais. C'est comme manger une barre de chocolat. Là, ça goûte bien bon. Tu mangerais pas juste ça tout le temps, mais tu t'écœurerais, là, tu as besoin de plus de variété puis de plus de bons nutriments. Là. Fait que, je sais pas si le parallèle est bon, mais... moi, je trouve ça écœurant. Oh my God, je trouve ça écœurant. En tout cas, je sais pas ce que je t'ai rendu avec tout ça, mais... j'avoue que j'ai perdu. C'est sur la fin 2012, là, quand j'étais allé en Thaïlande, j'ai passé bien du temps à rien faire. Puis j'étais comme, moi, bon, là, j'ai envie de faire de quoi, j'ai envie que ça soit plus actif, tout ça. Fait que c'est là que j'ai pris la décision d'aller au Népal. J'ai fait 2 semaines de trekking dans le circuit Annapurna, qui est comme un peu l'équivalent du circuit Everest, mais dans une autre chaîne de montagnes, dans les Himalayas. Okay. Après ça, j'ai fait un trip de kayak de rivière de 3 jours dans les Himalayas. C'était fou, j'ai failli mourir. Oh my God. Ouf! Oh ouais! Oh my God! C'est quoi? Parce qu'il y avait un cours rapide, quelque chose? Ouais, ben c'était dans un rapide dans la dernière journée. Les rivières se jettent toutes les unes dans les autres, puis là, il commençait à avoir un gros volume d'eau. Là. Puis le truc en kayak de rivière, c'est qu'il faut que tu pagayes vraiment fort. Il faut que tu ailles plus vite que le courant, finalement, pour garder ta stabilité. Puis j'étais rendu dans une section de la rivière où est-ce que les vagues étaient tellement hautes que j'ai commencé à grimper la vague en pagayant, mais j'ai pas pagayé assez fort. Puis j'ai arrêté, puis j'ai commencé à reculer. Mais en reculant, là, oublie ça, là, j'avais plus aucune stabilité. Là, j'ai viré à l'envers. Puis là, j'étais comme, OK, rappelle-toi de ton training, la technique d'esquimotage, en tout cas, bref, le truc là, pour te revirer de bord en kayak. Ouais, ça, OK. Fait que là, j'étais comme, OK, rappelle-toi de ton training, reste calme. C'est correct, regarde, t'as au moins 1 minute d'air dans les poumons, il n'y a pas de panique, là, tu sais. Fait que j'ai essayé une fois, puis, mais ça n'a pas donné grand-chose, mon gars, parce que tu es censé mettre ta pagaie, finalement, c'est dur à expliquer comme ça sur audio, mais imagine, tu es assis dans une chaise, ta pagaie, il faut qu'elle aille à peu près à la hauteur du sol. OK. OK, mais tout est rendu avec la tête en dessous de l'eau. Le sol, c'est le ciel, finalement, c'est où est-ce qu'il est l'air. Fait qu'il faut que tu mettes ta pagaie là, sauf que j'étais tellement brassé de tous les bords, tous les côtés, que j'ai mis ma pagaie à cette position-là, mais quand j'ai fait ma manœuvre pour essayer de me revirer de bord, je pense que je n'étais même pas à l'envers, je devais être sur le côté ou quoi du genre. Ça brassait tellement, là. J'ai essayé ça 2 fois, puis à la 2e fois, j'ai fait comme, bon, là, je pense que c'est assez. Que j'ai sorti de mon kayak, je me suis mis en position, tu sais, avec ton gilet de sauvetage, là, puis ton casque, tout ça, je me suis mis en position pour descendre les rapides avec les pieds devant toi. Mais, hey man, il y avait de l'eau, là. C'était vraiment, je me faisais, là, rentrer en dessous de l'eau. C'était. Puis, m'amener dans un creux de vague, j'ai frappé le fond de la rivière avec mes pieds. Puis là, ça m'a vraiment fait peur parce qu'en réalité, c'est ça le vrai danger. C'est pas tant de flotter sur le dessus de l'eau, ça, c'est correct. Le danger, c'est que ton pied reste pris dans une roche ou dans une branche ou dans un tronc d'arbre en dessous de l'eau. Puis là, t'es fait. Okay, parce que le courant va te pousser en dessous de l'eau, puis tu peux pas... Il n'y a personne qui va te voir là, d'au-dessus. Là, oublie ça, les secours. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu vraiment peur. J'ai finalement réussi, avec les guides avec qui on était. Il y en a un qui est venu me rechercher, puis ça, on m'a amené sur le côté de la rivière, récupérer le kayak, le kit, mais j'ai eu peur, man. J'ai vraiment eu une méchante frousse. Mais moi, ça, c'était plus intéressant ça que la plongée, ça, c'est sûr.
Oh my god, c'est sûr, quand tu t'en sors aussi, quand tu t'en sors vivant, tu peux en rire, là, si on veut. Ouais. Tu peux en parler d'une façon différente. Ça te fait apprécier aussi, hein? Ça te fait apprécier. Oh my god, c'est clair, hein? Ouais. C'est quand t'es le plus proche de la mort que t'apprécies la vie au maximum. Ouais. Après ça, justement, t'as voulu profiter de ta vie, t'as voulu continuer quand même à vivre plein d'expériences. Ouais, c'est ça. Ben là, au Népal, finalement, après ça, je parlais avec un ami, puis je disais, l'Espagne, je m'ennuie tellement de l'Espagne, parce que j'avais fait un voyage il y a quelques années avant en Espagne. J'avais fait le sentier de Compostelle. Ah ouais, ok. Ouais, cool. C'est un sentier de 5 semaines, finalement, que tu traverses l'Espagne à pied. Oh shit. Fait que j'avais tellement aimé ça. Ça a été le plus beau voyage à date de toute ma vie, ça a été ça. Puis là, j'en parlais à mon ami, puis je disais, c'était tellement cool, ça. Puis il dit, Marc-André, il dit, t'as pas de date de retour, t'as un petit peu d'argent, t'as tout ce qu'il faut. Il dit, pourquoi tu y retournes pas en Espagne? J'ai comme fait, ben oui, pourquoi pas? Fait que une couple de semaines plus tard, j'étais rendu en Espagne. Puis là, j'ai été rencontrer des filles que j'avais rencontrées en Thaïlande, des Espagnols qui habitaient là, eux autres. Puis là, ils capotaient, ils comme viens nous voir, on va tout te montrer, nanana. Puis ils m'ont vraiment, là, j'ai vécu 2 mois de pur plaisir. Là. C'était vraiment cool. Je restais une semaine à Madrid chez une de ces filles-là. On sortait tous les soirs, on allait boire de la bière, manger des tapas. C'était vraiment là, comme la vraie vie espagnole avec des Espagnols de là. C'est ça qui est le fun quand t'as des locaux qui peuvent te montrer les bons spots et tout ça. Là. Ouais, puis la vraie vie, là. C'est pas des farces, là, quand ils disent que les Espagnols, ils vivent la nuit, là. C'est vrai, là. Tu vas souper à 10h30, 10h, 10h30, 11h des fois. Oh my god. C'est écœurant. J'adore l'Espagne, là. Ah, moi, c'est ça, je veux y aller. J'ai été justement une fois, mais tu sais, je peux pas vraiment dire que j'ai été là. C'était pendant un voyage, pendant qu'on était au secondaire, là. OK. Au collège français, ben, justement, en secondaire 2, dans l'été jusqu'en secondaire 3, c'était un voyage en France, mais on passait, vu que c'était dans le sud de la France, on allait justement une journée en Espagne, là. Mais tu sais, juste aller là-bas, comment c'était beau, puis genre la bouffe, là. Puis t'es le deuxième de mes amis que je connais qui a beaucoup voyagé. Puis les deux, je vous ai demandé c'est quoi le plus beau pays, la meilleure place que vous avez faite. Puis les deux, vous m'avez répondu l'Espagne. Fait que je suis comme là, à un moment donné, tu sais. Puis je sais que les deux, vous avez un peu le même type de personnalité que moi, justement. Tu sais, t'aimes ça quand ça bouge, que le monde soit sociable, puis tout ça, que ce soit le fun. Là. Tellement, ouais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que ça devait être le genre de place qu'il faut que j'aille visiter, là. Faut que j'aille de niaiser. Absolument. Ben ça, pour vrai, tu sais, Joe, si tu veux te sortir de ta zone de confort, là, puis te pousser, tu sais, te donner un coup de pied dans le derrière, là, un voyage comme ça peut vraiment te faire briser tes barrières. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Puis pour revenir un peu à l'entrepreneuriat, après ça, quand t'as fini tes voyages, je sais que si t'es allé en Floride, puis t'as fait des voyages de bateau. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, là, je suis revenu, je travaillais un petit peu à Montréal, j'ai acheté une couple d'autres blocs de plus. OK. Puis un coup que ça a été fini, bon, là, je me posais la question, qu'est-ce que je fais de ma peau, là, maintenant? Là, bon, j'ai voyagé, j'ai fait un paquet d'affaires, c'était tout bien le fun, mais j'ai envie de vivre mes plus grands rêves. Puis un de mes plus grands rêves, c'était dans le fond, un trip de voilier. Là, moi, c'était d'habiter sur mon bateau, puis de faire comme fuck le monde, moi, je m'en vais sur mon bateau, puis vraiment le rêve de hippie, là, tu sais. Mm-hmm. Puis je me suis dit, ben regarde, je me sens pas tout à fait qualifié maintenant pour m'acheter un bateau puis partir tout seul, mais il y a possibilité de travailler sur des yachts, puis t'es payé pour le faire, puis t'apprends. Je suis comme, OK, let's go, là, genre, pourquoi pas, puis faire un petit peu d'argent en plus en même temps. Fait que je suis parti en Floride, j'ai étudié mon affaire, là, c'était, faut que tu prennes un cours, ils appellent ça STCW, qui est un cours de sécurité, dans le fond, comme personnel de bateau, marin. Ouais. De bateau, hein. Puis un paquet d'autres petites formations, là, dont une formation d'introduction en ingénierie. Fait que c'était d'aller chercher ces certificats-là, puis après ça, tu fais juste tu cognes aux portes. Là. Tu vas voir des bateaux, tu dis bonjour, je m'appelle Marc-André, je suis qualifié dans telle chose, mes forces c'est ça, j'aimerais ça travailler avec vous, puis tu te fais dire non à peu près 100 fois, mais ça en prend juste un qui te prend sur le bateau, puis tu pars sur un contrat de 6 mois, 1 an, là, tu sais. OK, c'est cool, ça. Ouais. Ça peut être long des fois, là, c'est ça le problème. Là. Ben écoute, je vais te raconter mon expérience, puis après ça, les gens pourront en faire... Mais j'ai fait ma formation.
J'ai tout fait ce qu'il fallait, puis j'ai commencé à faire de la livraison de bateaux. Fait que finalement, c'était pas un poste permanent, c'était des contrats où est-ce que les équipages de bateaux, finalement, les livraisons, là, de partir de Newport, Rhode Island, puis aller jusqu'à Antigua dans les Caraïbes, c'est pas la partie la plus intéressante, là, c'est rough, là, en mer, tu te fais brasser pas mal, puis tout ça, tu dors pas beaucoup. Oh shit, Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à faire ça. Mon premier contrat a été super bien. Je faisais 200$ par jour. Ça a pris 6 jours sur un voilier en aluminium de 96 pieds. Un Christy de gros bateau, là, genre de, je sais pas, de fou. Là. C'est un bateau qui vaut 4,5 millions. Oh, tranquille. Okay? C'est un monsieur qui a ça, là, qui est super riche, puis il paye le capitaine pour s'occuper du bateau, puis le capitaine choisit un équipage pour l'aider pour s'occuper du bateau. Ok, ça, je me demandais, vous étiez combien, comment ça marchait? Ouais, ben sur ce bateau-là, il y avait le capitaine. Okay. Puis il y avait un membre d'équipage permanent qui était la cook / préposée à l'entretien, là, qui nettoyait tout. Quand elle cuisinait pas, elle frottait finalement. Puis il cherchait... à ce moment-là, il cherchait un first mate qu'il appelle, là, qui est dans le fond l'assistant du capitaine là, pour faire l'entretien plus extérieur. La fille qui faisait la cuisine, elle s'occupait plus de l'intérieur, fait qu'il cherchait quelqu'un pour s'occuper de l'entretien extérieur. Puis des tâches au niveau de l'ingénierie, l'entretien du moteur, tout ça, s'il y a des bris, d'être capable de le réparer, tout le kit. Fait que, bref, moi, je voulais vraiment avoir cette position-là, mais tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience, tout ça. Ouais. J'ai quand même eu le poste là, pour la livraison du bateau de Newport à Antigua. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été une super belle expérience. Vraiment, là, on était comme... nos chiffres n'étaient pas si fatigants que ça. Dans le jour, c'était super relax. Notre capitaine il avait vraiment choisi une bonne fenêtre météo là, pour faire le convoyage. Fait que ça s'est super bien passé. Fait que là, j'étais comme, ah, cool, parfait, ça. Puis finalement, là, je suis revenu à Newport après ça. C'était la saison, là, à la fin de l'été. Il y a beaucoup de bateaux qui partent de Newport puis qui allent vers les Caraïbes, à Antigua, spécifiquement. Fait que je suis retourné. J'ai trouvé un monsieur qui, lui, c'était un particulier. C'était lui qui était propriétaire de son bateau. Puis il ne pouvait pas me payer, sauf que ça me donnait quand même de l'expérience. Fait que c'est beau sur mon CV d'avoir plusieurs convoyages, puis d'avoir de l'expérience, tout ça. Puis à ce moment-là, j'avais rencontré Marina, qui est ma copine aujourd'hui. Puis j'avais proposé, je dis écoute, le gars, il paye rien, mais toi aussi, tu veux comme travailler sur les bateaux, tu veux avoir ton propre voilier un jour, puis bâtir ton expérience. Je garde, je vais lui proposer que tu viennes avec nous. Puis ça va t'aider. Fait que elle dit OK. Fait que finalement, on lui a proposé au capitaine, il a dit oui. Puis on est parti dans le coin du 1er ou du 3. Non, c'est pas. Non, c'était vers la fin octobre. Je me rappelle plus exactement la date. Mais on avait checké la fenêtre météo, tout avait l'air beau, ça avait l'air bien correct, tout ça. On était censé faire je pense que c'était 3 jours jusqu'aux Bermudes. Et puis après ça, des Bermudes jusqu'à. Lui, il s'en allait, je ne me rappelle plus exactement où, là, mais en tout cas, il s'en allait dans le coin des Caraïbes. Puis finalement, on est parti. Après une journée, on a commencé à avoir vraiment du mauvais temps. Tellement qu'on a décidé de revirer de bord. Parce que là, ça n'avait plus de bon sens. La mer était vraiment agitée. On ne faisait pas beaucoup de progrès. Puis il y a vraiment, là, la fenêtre météo est importante parce que la météo peut changer rapidement. Puis tu ne veux pas te faire pogner dans une tempête là, en bateau. C'est vraiment mauvais. Sûrement. Hein? Finalement, on a reviré de bord, mais on a été vraiment malchanceux. La tempête qu'il y avait en avant de nous, on a reviré de bord pour ne pas rentrer dedans, mais il s'en est développé une autre derrière nous. Fait qu'on était en sandwich entre deux tempêtes. En tout cas, Joe, je pourrais t'en parler. Là. On pourrait passer la prochaine heure juste à parler de tout ce qui a été mal sur ce convoyage-là. Là. Mais tous les systèmes ont commencé à flancher. La première chose qui a flanché, c'est que notre enrouleur de voile de génois en avant, l'enrouleur, il a brisé. Fait que là, on était dans des gros vents. Puis on était pleine voile en avant. Mais normalement, tu veux réduire ta voilure parce que tu as beaucoup de vent. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse voilure pour avancer. Si tu as trop de grosse voilure, ton bateau, finalement, il va être canté sur le côté, mais tellement que tu n'avances plus. Là. Fait que
faut que tu réduises ta voilure. Nous autres, on ne pouvait plus réduire la voilure. Oh my God. Fait que là, on était juste avec la voile avant. On avait complètement enroulé la grande voile pour compenser, pour ne pas avoir trop de voilure par rapport à la quantité de vent. Mais là, le gouvernail, il forçait comme un bœuf parce que vu que tu as juste la voile avant qui est déroulée, ben il faut que tu compenses avec le gouvernail. Ouais. En tout cas, bref, on a fini par perdre le gouvernail. On n'avait plus de gouvernail on n'avait plus de volant, finalement, pour conduire le bateau. Oh my God. OK. Tous les systèmes électroniques ont commencé à planter. Finalement, on a jeté l'ancre en arrière d'une île sur notre chemin du retour vers Newport. Là, on a lancé un Mayday au Coast Guard. Eux autres, ils étaient en train d'aider un tugboat qui est en train de couler. Puis finalement, ils ont laissé ce bateau-là couler pour venir nous chercher. Sérieux? Le bateau de Coast Guard est arrivé. Ils ont commencé à nous lancer des lignes pour qu'on puisse s'attacher après leur bateau pour qu'ils puissent nous remorquer jusqu'à Newport. Parce que là, on avait non seulement plus de gouvernail, mais on avait plus le moteur ne fonctionnait plus non plus. Oh my God. OK? Vraiment, tout a flanché. C'était comme une histoire de triangle des Bermudes, là. Demanderais ça, hein? OK? Tout a lâché. Le bateau Coast Guard, il nous lance des lignes. Là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais il y a une des lignes qui se prend, qui s'entortille dans leur propeller. Oh non! Fait qu'eux autres sont rendus dead in the water, comme nous autres. Ils peuvent plus avancer. Nous autres non plus. Là, c'est rendu qu'il faut envoyer un autre bateau de Coast Guard pour nous secourir, nous, puis secourir les autres Coast Guard. Oh non! Écoute, je te le dis, là, il y avait les vents, là, ils ont monté jusqu'à 100 km/h. Oh shit. Finalement, on a été secourus par un autre bateau des Coast Guard, mais pas avant qu'on se soit écrasé contre le bateau des Coast Guard, tout en métal. Les autres ont un bateau en fibre de verre, les autres sont en métal. Puis on se rentrait dedans, là. Comme à chaque vague, on se rentrait dedans pendant genre 10 minutes. En tout cas, je te dis, là, il y a un gars qui s'est déchiré le genou sur le bateau des Coast Guard. Une histoire incroyable. Là. Finalement, on a réussi par être remorqué. Ça a pris 14 heures. À l'équivalent d'à peu près 2 à 4 km/h. Okay. Être remorqué jusqu'à Newport. Tout le bateau était tout pété. Il coulait de partout. Toutes les hatches, il n'y en avait plus un qui scellait comme du monde. Toute la structure était affectée à cause qu'on a cogné vraiment fort contre le bateau de Coast Guard en métal. Là. Tout était lousse. Puis le bateau, là, il valait 500 000. Ben, il était perte totale. Aïe, aïe. Ouais. Puis, il y a des assurances comme sur un char deux côtés ou je sais pas quoi. Ouais, probablement, okay. Mais ça, écoute, on l'a pas vraiment su. Là, non, c'est ça. Le propriétaire du bateau n'était pas super fier de sa shot. Là. Oh my God. Ouais, puis en tout cas, c'est comme un bateau maudit quasiment. Là, en arrivant au port à Newport, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre ancre qui traînait en dessous du bateau en quelque part. Fait que là, on était comme, aïe, aïe, si on se pogne avec cette ancre-là, il a fallu couper la première ancre. Tu sais, je t'avais dit, on avait jeté l'ancre. Mais on n'était plus capable de la remonter. Le guindeau était brisé. Il a fallu la couper avec un grinder à batterie. Tu sais, je te dis, là, genre, tu peux pas imaginer tout ce qui était mal. C'est ridicule. Là, genre, il n'en revenait pas, là, comment c'est impossible là, que tout ait failé comme ça. Là. Fait que là, tu commences à te poser des questions. Là, tu te dis, ouais, c'est un signe. Tu sais, bon, ah non, regarde, c'est correct. Là, c'est une bad luck. Tu sais, regarde, on va persévérer. Fait que finalement, j'ai fait une 3e livraison. Puis j'ai pogné le plus gros cave que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Oh my God. Comme capitaine. Il était, écoute, c'est un bully, là. D'école secondaire, là. Lui, c'était un bully, là. Genre, il tripait sur l'idée de faire sentir les gens petits alentour de lui, puis que lui, c'était tellement le meilleur des meilleurs, puis genre, tu sais, il dit « fais A », tu fais A, il vient te voir, il dit « pourquoi t'as fait ça? » Je dis « ben, parce que tu me l'as dit. » Puis il dit « non, je t'ai dit de faire B. » Comment tu veux t'assiner avec une personne comme ça, tu sais? Non, c'est ça. Ah ouais, non, c'était vraiment horrible. Fait que finalement, après ça a conclu ma carrière de marin professionnel. C'est clair. Oh my God. Ouais. Ah, mais c'est sûr, c'est pas... Tu
tu peux pas te dire ça pareil encore une fois, tu peux pas te fier à juste 2 fois, mais tu sais, pareil, tu te rends compte que c'est pas mal moins le fun que ça en a l'air, là. Ouais, exactement. Ben, pour toi, c'est ton propre bateau, c'est plus le fun, mais... Ben, c'était ça. C'était l'idée, c'est que, tu sais, c'était pas les bateaux là, qui me dérangeaient tant que ça. C'était t'es en dessous de quelqu'un. T'es pas ton propre patron. T'as quelqu'un qui peut te traiter comme sa bitch, pis t'as rien à dire. T'as rien à dire. C'est lui qui est le capitaine, tu sais. Puis c'est lui qui va signer ton logbook à la fin là, pour dire que tu as fait tes 1000 marins. Puis d'ailleurs, le troisième gars, là, le gars dont je parlais avant, il n'a jamais voulu signer mon logbook. Puis j'ai dit, hey, les 1000 marins, là, je les ai faites. Là. Je les ai faites, ces 1000 marins-là. Puis il dit, non, il dit, je sais pourquoi tu veux tes 1000 marins. Là. Tu vas aller appliquer pour le cours là, de, comme avancé. Là. Puis il dit, non, il dit, moi, je te signe pas ça. Il est bien... Ouais, oh my God. C'est des power games, là. Ouais, that's ça. Ouais, fait que, en tout cas, bref, fait que c'est ça. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai comme fait, non, regarde, le trip de bateau, je vais le faire moi-même avec mon propre bateau, puis je le ferai à mon rythme, puis j'apprendrai ce que j'ai à apprendre, puis c'est tout, mais il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, puis j'aurais pas jamais à revivre une situation comme ça où est-ce que je donne 110% de moi-même, mais que je me fais traiter comme de la merde, là. C'est clair. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai fini par en acheter un bateau avec ma copine, qui est devenue ma copine après tout ça. Ah. Ouais. Puis, on a acheté un bateau ensemble en Floride quelques mois plus tard. Et puis, j'ai fait ce trip-là aussi. Puis, finalement, bon, c'était pas exactement comme je m'attendais. Moi, je voulais une vie simple, tu sais, la vie de bohème, finalement. Mais avoir un bateau, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce que ça en a l'air. Là. Je veux dire, tu peux pas juste prendre ton bateau et dire « je m'en vais par là ». T'es à la merci de la météo, à la merci d'un paquet d'affaires. Sur notre bateau, on a fait un petit voyage. On est parti de la Floride, on est allé jusqu'aux Bahamas, moi puis Marina. Puis sur le chemin, on a frappé le fond probablement 5 ou 7 fois, là, quelque chose comme ça. Des places où est-ce qu'il disait que... Il y a une place où est-ce qu'il disait qu'il y avait 17 pieds d'eau en dessous de ma quille. Puis j'ai frappé le fond. Fait qu'à un moment donné, là, tu fais comme, OK, c'est de la merde. Je sais pas. Je peux pas me fier à rien. Puis là, c'est vraiment stressant quand tu frappes le fond. Tu le sais pas, là, t'as-tu arraché une partie de ton gouvernail en arrière? Si t'as plus de gouvernail, là, tu peux rentrer dans un autre bateau. Tu peux aller échouer ton bateau sur le bord de l'eau. Avec les vagues, oublie ça, ça va le mettre en miettes. C'était vraiment beaucoup plus stressant que ce que je m'attendais. Là. Fait que, c'est sûr. Finalement, c'est ça. Ça a mis une fin... pour le moment, ça a mis une fin à mon projet bateau. Ben, t'es toujours en couple avec ta blonde? Ouais, ben, il a fallu que je choisisse un moment entre le bateau et la blonde. Non, j'ai fait le choix. Le bon choix, je pense. Oh, ouais. Je suis pas mal sûr que ouais. Ouais. Puis, c'est ça, puis par après, t'as-tu continué, là, t'as laissé ça tomber, puis tu continues à focusser sur l'immobilier. Ouais, ben j'ai travaillé un petit peu en revenant après le projet de bateau. J'ai travaillé un petit peu, j'ai trouvé un autre immeuble qu'on a acheté. Puis là, c'est les 5 immeubles qu'on a là en ce moment. Et puis après, on est parti tenter de vivre au Vietnam. Moi puis Marina, on est resté 3 mois. Okay. Puis après 3 mois, c'est là où est-ce que, tu sais, la leçon que j'avais partiellement apprise en Thaïlande m'est revenue assez rapidement. Là, c'est que c'est bien beau vivre dans des pays où est-ce que, tu sais, avec le petit peu d'argent que je fais en immobilier, ça me permet de vivre là-bas, comme je pourrais vivre là-bas le restant de mes jours, mais le Vietnam, c'est pas chez nous, c'est pas... c'est un pays en développement, c'est sale, il y a bien des places que c'est sale, des places c'est quand même relativement propre. Là. À Hoi An, c'était très, très bien comparé au reste, mais t'es pas chez vous. C'est pas l'Europe, c'est pas... c'est autre chose. C'est un beau trip, mais finalement, après 3 mois, les deux, on a réalisé que, je pense que c'est peut-être mieux de revenir au Canada puis de se forcer un peu pour faire un petit peu d'argent. Pour vivre au Canada que de dire « Hey, regarde ça, on n'a pas besoin de travailler, on peut faire ce qu'on veut », mais que finalement, tu vis au Vietnam avec cet argent-là, mais que c'est pas plus intéressant qu'il faut. Là, non, c'est ça. T'as pas si de fun que ça dans le fond. Non. Fait que là, on est revenu au Canada, on est allé s'établir au BC, où est-ce que Marina, elle vient du BC. Ah, c'est ça, j'allais te demander, je savais même pas d'où c'est qu'elle venait. Ouais, elle vient du BC, toute sa famille ici. Fait que, une grosse partie de sa famille.
Fait que c'est ça. Puis ça a été une découverte extraordinaire pour moi, là, le BC. J'étais venu passer un mois là, à la fin 2012, juste avant de partir en Thaïlande. Mais ça n'a rien à voir avec y habiter. Là, wow, c'est le fun? C'est incroyable comme place où vivre. Les gens sont tellement gentils, tellement polis. Tu sais, vraiment une belle qualité de personne ici. Puis vraiment, là, ça a l'air niaiseux, là, parce qu'on parle tout le temps de la météo au Québec, là, mais il n'y a pas une météo plus parfaite qu'ici à Victoria en été. Là, c'est juste complètement ridicule. À tous les jours, il fait entre 19 et 22 degrés, sec, gros soleil, tout le temps. Écoute, je pense qu'il n'y a pas une goutte de pluie. La dernière fois qu'il y a plu, je pense, fait une semaine et demie, puis c'était comme du petit crachat, là, ça a duré peut-être 2-3 heures, puis sinon, avant ça, je pense que ça faisait un mois ou un mois et demi qu'il n'y avait pas plu. C'est bon. Puis je suis venu à Montréal là, pendant 3 semaines là, cet été, puis écoute, c'est humide, c'est collant, c'est dégueulasse. C'est soit qu'il fait trop frais ou il fait trop chaud, il y a tout le temps des nuages et de la pluie, ici, ça, tu peux jamais te fier sur la météo pour faire quoi que ce soit à l'extérieur. Ici, c'est tout le temps idéal, c'est tout le temps parfait. C'est pour ça que vous avez choisi d'aller à Victoria, justement? Ah, écoute, ben, sa famille, elle habite à Sceaux, qui est un petit peu à l'extérieur de Victoria. Mais nous autres, on voulait être un petit peu plus en ville. Là. Fait que là, on habite dans un super beau quartier, là, ça s'appelle Uplands. C'est genre... c'est pas le parcours du cerf, là, mais à peu près, là, genre. Fait que c'est un super beau quartier, belle maison, tout le kit. Puis, on est proche de tout. On est proche de la nature aussi. Marina, elle a un chien, puis on va marcher le chien tous les jours, là, à peu près 1 heure. Soit qu'on va au parc à chiens, pas loin d'ici. Soit on va à la montagne, on appelle ça Mount Dog. C'est une super belle montagne, une belle forêt. Puis ça. La qualité de vie est absolument extraordinaire. Puis ici, j'ai pas besoin de jouer le rôle de Marc, l'entrepreneur à succès avec qui roule en BM. Fait que ça a vraiment sa valeur, ça c'est sûr. Ouais, ben c'est ça qu'on avait jasé un peu pré-entrevue, que justement, ben Marc, puis moi on se connaît depuis le secondaire, puis je me rappelle quand on avait eu la réunion du secondaire des anciens, moi en même temps, même si je le sais que tu le sais que je t'aurais pas jugé pour ça, si t'avais comme un peu de gêne à vouloir me montrer ta BM, parce que là quand je l'ai appris que t'en avais une, j'étais ben là pourquoi tu une belle, je veux pas jouer la game du genre un peu du gars justement fraîchi un peu, mais tu sais on était un peu jeune aussi à ce moment-là là. Ouais. Pour dire on était début vingtaine, fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se payer une BM, mais tu sais t'avais l'impression que j'allais peut-être te juger que comme quoi justement tu voulais te prendre un peu pour un fraîchi pour un autre là, mais tu sais. Ouais, c'était difficile pour moi de en fait, j'ai acheté cette voiture-là pour l'immobilier, pour justement bien paraître, faire une bonne impression, parce que quand tu vas acheter un immeuble à 1 million, il faut que tu crées une certaine impression, surtout quand tu es jeune comme moi j'étais. Là. J'ai commencé à 22 ans, là, fait que c'est ça. Mais j'ai trouvé ça difficile de jouer ce rôle-là, le rôle du... il faut flasher son succès pour avoir la confiance des gens. J'aurais aimé ça que ça soit autrement. Les gens peuvent juste me regarder dans les yeux et dire, sais-tu quoi, ce gars-là, il me bullshit pas. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être prêt à faire certains sacrifices en affaires pour aller chercher finalement un autre niveau, pour aller atteindre, gravir les échelons. Fait que ça m'a permis de faire quelques transactions, je suis convaincu. Pour certaines personnes, ça change absolument rien pour eux, mais pour d'autres, je sais que ça change quelque chose, fait que je voulais pas prendre la chance, fait que j'ai été dans cette direction-là. Mais aujourd'hui, je dois avouer que honnêtement, cette partie-là, je m'en ennuie pas du tout. Là. Je peux vraiment être moi-même. J'ai pas besoin de jouer de game, j'ai pas besoin de m'habiller d'une façon particulière ou de démontrer mon argent ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je roule dans mon petit Jeep TJ 2000 avec mon... Puis je suis super heureux, là, je l'adore, mon véhicule. Là. Pour moi, c'est ça un vrai véhicule, là, c'est tough. Regarde, tu mets une scratch dedans, là, c'est pas grave. Là. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Ah, c'est clair. C'est fait pour aller jouer justement dans le bois. Ouais, exactement. C'est la bonne place pour ça. Mais ça, je sais que c'est probablement particulier. C'est juste à moi, mon éducation, puis c'est comme... C'est ça, j'ai jamais voulu... jouer de game, j'aime pas ça, essayer de me vanter puis de montrer que je suis meilleur ou whatever. Pour moi, on est tous égaux.
Puis on a certaines qualités puis certains défauts, puis d'autres personnes vont avoir d'autres qualités puis d'autres défauts. Mais en gros, là, on est pas mal tous égales. Là. C'est vraiment... c'est ce que moi, j'ai pas, quelqu'un va l'avoir et vice-versa. Là, t'sais. Ah, c'est clair, puis j'aime vraiment ta façon de penser, puis c'est pour ça qu'on a toujours été des bons amis depuis le secondaire, parce qu'on pense pareil à ce niveau-là. Ouais. Puis justement, ça tombe bien, tu parles de force puis de faiblesse, puis justement, j'ai des questions par rapport à ça dans mon entrevue en général. C'est, en tant qu'entrepreneur, tu penses que ça serait quoi ta plus grande faiblesse comme entrepreneur? Ouh. Que justement, mettons, ton partenaire pourrait qui complète, mettons, dans un sens. Mais comme tu disais un peu tantôt. Là... Ouais, mon partenaire dirait probablement mon optimisme. Parce que finalement, tu sais, c'est pas bon d'être trop optimiste non plus parce que tu ramasserais n'importe quel projet sans te poser de questions, sans trop voir l'envers de la médaille finalement, puis d'avoir une vision sur qu'est-ce qui pourrait aller mal. Right? Puis puis lui, c'est plutôt l'inverse. Lui, c'est un pessimiste qui voit tout ce qui pourrait aller mal. Puis, fait que c'est pour ça qu'on se complète vraiment bien, finalement, tu sais. OK. Ah, mais cool. ouais, je pourrais peut-être dire mon optimisme débordant. Ça pourrait possiblement être une de mes faiblesses, mais que j'ai finalement bien compensé avec mon partner qui a fait qu'en bout de ligne, notre entreprise était bien équilibrée, là, tu sais. Ah, c'est cool. Ouais. Puis ta plus grande force, tu penses que ça serait quoi? Je pense que c'est vraiment ma détermination, là. Ouais. C'est vraiment quand je me dis, OK, je veux faire quelque chose, puis je vais dans cette direction-là. Quand j'ai décidé de dire, OK, là, je veux être indépendant financièrement, puis j'ai pris les steps pour le faire, puis j'ai pas eu peur de prendre des risques. Ça, c'est dans ma personnalité. Mais j'ai aussi continué à travers les embûches, tout ça, j'ai juste pas lâché. Je me voyais comme un genre de chien enragé après un barreau de chaise qui ne le laissera jamais aller tant qu'il n'y aura pas ce qu'il veut. En gros, là, tu sais, l'image mentale là, tu dis, aïe, genre jamais il va laisser, là, tant qu'il n'atteindra pas son objectif, il va continuer de pousser. Ben, c'est comme ça que je me sentais, puis c'est comme ça, je pense, que j'ai atteint mon succès, parce que les embûches. Être entrepreneur, il faut comprendre que tout ce que tu fais, c'est régler des problèmes. C'est ça, un entrepreneur. C'est tellement vrai. Fait que finalement, ta vie, là, tu vas la passer dans les problèmes. Fait que t'es mieux de t'atteler parce que c'est pas toujours une partie de plaisir. Là. Il y a des moments qui sont le fun. Tu sais, quand tu le finalises, ton projet, puis il est vendu, là, puis tu passes chez le notaire, puis c'est la dernière signature, puis t'es comme, wouhou, t'encaisses le chèque. C'est le fun, là, tu sais, ça dure quoi, 10 minutes, le pic? Mais on s'entend-tu que ça fait 6 mois que tu travailles sur le projet, puis que pour le projet, il y a eu 3 événements majeurs qui ont fait que ça a passé à un cheveu de complètement tomber. Tu sais? Sur un des projets qu'on faisait, on avait fait un deal avec une madame, on lui avait dit, regarde, on t'achète ton immeuble au prix que tu veux, mais on te l'achète juste dans 6 mois. Puis entre-temps, tu nous laisses comme faire notre travail, finalement. Puis elle avait dit, OK, c'est beau, pas de problème. 3 mois plus tard, on a payé des gens pour faire des rénovations, tout le kit, on a engagé beaucoup de frais, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tout ça. On a des gens intéressés à acheter. Mané a dit, là, on enlève la pancarte, on arrête tout ça. Oh my God. Mais elle, c'est elle qui est la propriétaire. On n'a pas passé chez le notaire encore. Fait qu'on s'entend-tu que si elle dit ça, puis qu'elle tient son bout, ça vient de s'éteindre. Là. Fait que, tu sais, des affaires comme ça, où est-ce que tu me demandais un petit peu plus tôt, est-ce que j'ai passé des nuits blanches, tu sais, des affaires comme ça arrivait pas couramment, là, mais c'était pas rare. Parce que c'est ça. C'est pas un emploi de 9 à 5 où est-ce que tu rentres ton nombre d'heures, puis après ça, tu t'en vas passer ton week-end sur ton bateau avec tes chums ou peu importe, ou en camping, whatever. Là. C'est pas ça, être entrepreneur. Là. T'es entrepreneur, tu prends la responsabilité sur tes épaules, puis il y a des fois où ça plante, puis il n'y a rien que... C'est juste toi qui peux faire que ça plante pas, finalement. Là. Ouais, c'est chiant, puis comme tu sais, des fois, même ça plante, puis c'est pas de ta faute, mais t'as pas le choix de prendre la responsabilité. Puis... regarde, il n'y a pas personne qui va pleurer pour ton sort. Il faut juste que tu te relèves, puis tu continues, là, puis tu essaies de trouver des solutions. Dans ce cas-là, regarde, on s'est assis avec la madame, puis il a demandé quelles sont vos craintes, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça, puis
on l'a fait parler, puis ça, puis on a compris c'était quoi qui était derrière ça, puis quand on a eu compris qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, on a pu régler le problème. Puis je pense que cette shot-là, c'était que ça avait peur que ça se fasse pas. Fait qu'on a dit, si on vous donnait 20 000 $ en dépôt chez le notaire pour garantir notre sérieux, est-ce que vous sentiriez mieux? Elle a dit oui. On l'a fait. C'est de trouver le réel problème puis de trouver une solution. Ça, c'est l'entrepreneuriat vraiment de A à Z. Là. C'est vraiment ça. Tu résumes bien ça. Ouais. Toi, je sais que justement, tantôt, tu parlais de ton associé qui avait été un peu un mentor pour toi, mais à part ça, as-tu eu d'autres mentors ou as-tu une opinion en tant que telle sur le coaching? Je sais que t'as pas eu peur d'aller vers de la formation puis de payer pour, mais sinon, en général, le coaching et le mentorat, tu penses quoi de ça? Ben écoute, je te dirais, mon mentor, là, si tu me demandes c'est qui mon mentor, c'est définitivement mon partner, parce que c'est avec lui que j'ai été le plus proche, puis j'ai appris tellement de lui, tellement de bonnes ressources, tout ça. C'est un gars qui était vraiment organisé. Il était déjà project manager en informatique. Fait que il m'a appris plein de trucs, de gestion du temps, de gestion des tâches, tout ça. Là, j'ai appris comme c'est pas croyable. Mais autre mentor, quand j'ai pris le coaching immobilier, c'est sûr qu'on a des mentors dans le club immobilier. Jacques Lépine, là, qui est le fondateur du club. Il y avait Yvan Cournoyer, puis dans le temps, Patrick Gaulin. Puis c'est eux qui donnaient les formations. Puis écoute, je ne parlerai jamais suffisamment. Je pourrais jamais dire suffisamment de bien de prendre un coaching ou de prendre la formation pour aider à passer à l'autre étape. Parce que c'est possible de faire tous ces apprentissages-là par soi-même, mais honnêtement, là, je pense qu'ils ont pris à peu près 5 à 15 ans d'expérience en immobilier. Ils l'ont condensé en un cours, puis ils me l'ont enseigné pour 4 000 $. Ça vaut quoi, pour vrai, là? 4 000 $, ça a l'air beaucoup d'argent là, quand tu regardes ça comparé à 4 000 $, c'est quoi? Ben, 4 000 $, c'est un voyage en Europe. 4 000 $, c'est, je sais pas, moi, des broches pour ton kid ou whatever. On s'entend, là, c'est beaucoup d'argent, mais 4 000 $ quand tu es un entrepreneur, puis tu as la chance de juste payer 4 000 $ pour que quelqu'un te donne 15 ans d'expérience dans son domaine, c'est des peanuts, man. Vraiment, là. Je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais fait de ma vie, là. Investir 4 000 $ là-dedans, je regarde ce que je suis rendu aujourd'hui, puis t'as ça? Hey, je l'ai rentabilisé, puis pas rien qu'à peu près, là. Si t'avais pas fait ça, soit que t'aurais pas été du tout dans ce domaine-là, ou tes erreurs, t'aurais fait beaucoup plus d'erreurs, les erreurs que les autres t'ont empêché de faire, que les autres avaient faites, puis ils t'ont dit Absolument. Qu'ils t'ont empêché de faire, ben t'aurais perdu du temps, plus d'argent là-dessus, fait que tu serais peut-être pas, ça t'aurait pris plus de temps à arriver où est-ce que t'es là aujourd'hui, sinon. Ah, et puis écoute, c'est les craintes aussi, là, tu sais, tu t'embarques dans un projet, tu dis, moi je vais faire ça, puis là, une année, t'arrives à une embûche, tu sais pas comment la régler, ben, si t'as quelqu'un à côté de toi, là, qui dit, ben, gars, c'est simple, tu fais ça. On s'entend-tu que tu avances comme 10 fois plus vite? Non, c'est clair. Tu sais, que sinon, toi, tu te casses la tête à essayer de trouver une solution. Là, en plus, tu trouves une solution, mais es-tu bonne? Tu le sais-tu, toi, tu n'es pas un expert là-dedans. Right? D'avoir quelqu'un qui peut te conseiller et dire oui, c'est bon, tu fais ça comme ça, puis vas-y, ça va marcher. Puis tu sais que c'est une personne d'expérience. Ouais, écoute, il n'y a pas d'égal à ça, là. Sinon, tu peux le faire par toi-même, mais tu vas te planter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, un moment donné, tu vas trouver le système qui fait du bon sens. Mais ça va te prendre tellement de temps. C'est une course contre la montre. Hein? Je veux dire, si tu es rendu millionnaire à 120 ans, là, entends-tu qu'il ne te reste plus grand temps pour en profiter? Là? Non, c'est ça. Fait que, non, je pense vraiment, honnêtement, d'investir dans sa formation. Moi, je l'avais lu dans un livre, là, dans Secret of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. Puis, écoute, ça a été un des conseils les plus payants que j'ai eu. Là. Sinon, en parlant de conseils, justement, toi, ça serait quoi le meilleur conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Ce serait probablement ça. D'aller chercher, de trouver ce que tu veux faire, finalement. C'est quoi ton objectif derrière? Moi, c'était d'être indépendant financièrement. C'était ça, mon objectif. Je voulais pas avoir à travailler. Fait que l'immobilier, c'est connu là, que c'est vraiment une des méthodes pour finalement faire de l'argent de façon passive ou
quand même assez passive. Je dirais jamais que c'est 100% passif parce qu'une business, il faut tout le temps que tu t'en occupes un minimum. Comme là, moi, en ce moment, je gère mon gestionnaire. Puis il ne fait pas un aussi bon job que moi, ça c'est officiel. Mais garde au moins, j'ai pas à être à Montréal à collecter des loyers puis à m'occuper du day-to-day. Là. Fait que c'est quand même précieux. Mais ouais, non, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'investir dans sa formation. Puis juste de choisir, première des choses que tu veux, puis d'investir dans ta formation, puis de le faire. Parce que c'est une chose, il y a bien des gens aussi, puis même moi, je suis un peu coupable de ça, où est-ce que, tu sais, j'adore accumuler l'information, je suis curieux, j'adore apprendre, mais si tu ne la mets pas en action, ça donne absolument rien. C'est tellement moi, ça. Je suis 100% coupable, je passe mon temps à faire ça, là. Dès que je suis pas, tu sais, la plupart du temps, à la place d'écouter de la musique, j'essaie d'écouter soit des podcasts ou des audiobooks. Puis j'essaie de prendre le plus d'informations que je peux, sauf que j'agis pas assez, ça c'est un problème. C'est vraiment l'action qui va créer le résultat. Là. Les idées, c'est bien beau, mais tant qu'il n'y a pas d'action collée à ces idées-là, il n'y a rien qui va se passer. Puis en réalité, c'est pour ça que, tu sais, on en parlait un petit peu plus tôt, tu sais, c'est vraiment la base là, de tout entrepreneur, c'est de développer son système de pensée, son mindset, comme une personne qui pense vers le succès. Fait que, tu sais, tous les livres, là, en fait, les 3 livres que je recommanderais, c'est vraiment Père riche, Père pauvre. Secret of the Millionaire Mind, qui se fait en français, c'est Secret d'un esprit de millionnaire, de T. Harv Eker. Et puis, la Bible, mais la absolument Bible de tous ces livres-là, c'est Réfléchissez et devenez riche, que je suggère de lire en anglais, si vous êtes bon en anglais, là. Qui s'appelle Think and Grow Rich. Et puis ça, c'est vraiment comme c'est un livre à relire encore et encore et encore et encore et encore. Qui dit qu'en gros, finalement, ça commence vraiment dans ta tête. Là. Que si tu es capable d'organiser ce qu'il y a dans ta tête, puis de créer suffisamment de désir, puis d'y croire, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Là. Clairement. Le pire, c'est que justement, ce livre-là, c'est de Napoleon Hill, je suis pas mal sûr. Là. Ouais. Puis je l'avais commencé justement, mais tu sais, j'en ai plein. Là. Souvent, je sais pas lui si je l'avais commencé vraiment. Là, des fois, j'écoute l'intro, là, mais ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait plus qu'un an que je l'ai dans ma librairie puis en audiobook. Là, puis je l'écoute pas. Là, je veux dire, mais ça fait, tout le monde le recommande. Tout le monde. Tous les grands entrepreneurs disent que c'est la Bible, comme tu dis. Absolument. Ça tombe bien que tu as été là-dedans, parce que justement, je pose souvent à mes invités s'ils ont des livres à recommander, s'ils en lisent, puis s'ils en ont à recommander, c'est bon, t'as pris l'initiative. C'est comme ça que j'ai commencé, tu sais, si j'avais pas lu ces livres-là, j'aurais probablement pas pris le coaching à 4000$, j'aurais pas rencontré mon partner, j'aurais probablement essayé 2-3 affaires en immobilier, mais tu sais, on s'entend, là, j'avais 22 ans, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas une grosse job, là. Mon partner avec sa grosse job, là, quand on arrivait à la banque, là, tu penses que aucun problème, là. Oui. Si M. Godbout, that's it, là. Ouais. C'est le fun dans ce temps-là. J'avoue que ça l'aide pour justement pas te partir, mais en même temps, comme tu disais, de la façon que lui t'a trouvé, c'est que t'étais curieux puis tu posais beaucoup de questions justement pendant cette formation-là. Ah, j'étais motivé, là. Comme, non, regarde, je le fais, là. Je le fais, puis genre, je vais pas lâcher tant que j'aurai pas atteint mon objectif, puis ça prendra 40 ans s'il faut, je m'en sac. Tu sais, pour moi, c'était ça, là. C'était vraiment comme... Puis c'est là où je dis le mindset. Tu sais, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, il n'y a rien qui aurait pu m'arrêter. Rien. Il aurait pu y avoir une guerre nucléaire. OK, peut-être pas une guerre nucléaire, mais il aurait pu y avoir n'importe quoi, tu sais, un crash de l'économie. J'aurais pas fait genre, c'est plate, ouais, ça marchera sûrement pas. Bon, je vais aller regarder Netflix. Tu sais. Non. Il n'y a rien qui aurait pu me faire changer d'idée. Là. C'était comme, garde, ça va prendre le temps que ça prendra, ça sera aussi dur que ça sera, je m'en sac, je vais atteindre l'objectif. C'est la seule chose qui importe. Ah, ça, c'est un très bon mindset à avoir, justement. Tu peux pas te planter si tu penses comme ça. Right? Si tu dis, je vais faire tout ce qu'il faut que je fasse jusqu'à temps que ça marche, comment est-ce que tu veux te planter? Même si tu plantes une fois puis tu te relèves, puis 2 fois puis tu te relèves, 3 fois tu te relèves, puis à la 3e fois ça marche, ça a marché. Ouais, dans le fond, ouais. Moi, je me disais justement que tu pouvais, comme tu disais, tu vas avoir des embûches, là, mais dans le fond,
Ah, regarde. Tu finis par si tu continues à les surmonter en bout de ligne, t'as réussi. Exactement. Puis il parle à n'importe qui a monté des grandes entreprises ou ils ont tous eu des méga embûches. Là. Toute la gang. Mm-hmm. C'est ça, un entrepreneur. C'est un batailleur. T'sais. Pas nécessairement physiquement, là, mais je veux dire, dans la vie. Tu Mm-hmm. te laisses pas abattre par les problèmes de la vie. C'est toi qui abats les problèmes. Sinon, dans l'entrepreneuriat en ce moment même, c'est quoi qui t'allume le plus? À part justement, là, vous avez vos blocs qui roulent, Ouais. mais fais-tu d'autres choses penses-tu continuer à en chercher d'autres? Ou y a-tu un autre type de business que tu veux te partir? Y a-tu Pas quelque pour le chose qui moment. t'allume en ce moment même? Non? Là, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse nos hypothèques pour réduire notre risque. Fait que finalement, plus que tu rembourses sur tes hypothèques, que ton ratio prêt-valeur est bas, plus que ton risque est bas. Fait que c'est ça qu'on fait actuellement. On ne rachète pas d'immeubles, puis on essaie de refinancer juste le minimum de ce qu'on a de besoin. Donc ça, pour l'instant, là, la business immobilier est plus comme, pas ça à glace, mais pas mal là, pour le moment. On garde les immeubles, mais on n'en achète pas d'autres. Fait que là, moi, j'ai décidé que je voulais pas vivre au Vietnam, même si je pourrais, même si financièrement, je pourrais vivre au Vietnam jusqu'à la fin de mes jours, puis j'aurais pas besoin de travailler. J'ai décidé que pas avoir besoin de travailler, c'était pas suffisant pour être heureux. Que j'ai envie d'avoir plus dans ma vie. J'ai envie de m'acheter une belle petite maison ici au BC. Là. Mais avec mes revenus d'immobilier, pour l'instant, c'est pas possible. Puis au BC, les maisons, je ne sais pas si tu le sais, là, Ah mais, oui, je le sais. ça part à peu près à 800 000, là, on s'entend. Ouais. Si tu t'éloignes à peu près 500 000, mais une maison de base au BC, c'est 500 000. En tout cas, sur l'île de Vancouver, là, où est-ce que je suis, moi. Là. Ouais. OK. Fait que, on s'entend que, tu sais, faut que tu aies quand même pas mal de revenus pour payer ces paiements hypothécaires-là. Puis j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir une belle petite maison qui est à mon goût, tout ça. Fait que pour ça, ben, faut que je crée plus de revenus. Fait que là, pour le moment, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de prendre le virage e-commerce qui t'intéresse toi aussi, là, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Et puis, en gros, je prends les leçons du passé. Tu sais, l'immobilier, ça a été très, très bien, mais pour racheter des immeubles à Montréal, il faut que je sois à Montréal. Puis Montréal, moi, ça ne m'intéresse plus. Là. BC, c'est comme 10 fois mieux dans ma tête. Fait que là, je dis, OK, ben, si je veux faire de l'argent, mais de ne pas être obligé d'être un endroit dans le monde, il faut que je fasse de l'argent en ligne. Fait que là, j'ai fait un petit peu de recherche, tout ça, puis finalement, je suis tombé sur le modèle pour vendre des produits physiques en ligne, de private label. J'ai commencé à faire exactement la même recette que j'ai suivie dans l'immobilier, finalement. Prendre un cours, aller chercher de l'information, aller chercher des coachs, puis prendre le maximum d'informations que je peux, poser des questions, puis passer à travers les embûches. De vraiment dire, OK, ça, je ne le comprends pas, je ne sais pas quoi faire, bon, let's go, on pose des questions, on essaie de trouver. Des fois, les réponses sont pas claires, mais il faut continuer de pousser, puis jusqu'à temps que ça marche. C'est ça le modèle. Fait que ça, c'est mon deuxième business venture que je suis en train d'entreprendre là, en ce moment. Là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Comme tu dis, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. On en a jasé un peu tantôt, là, puis... Ouais, non, moi aussi, c'est parce que c'est le même but que toi, dans le fond, que j'ai, c'est de pouvoir travailler sans être... de faire des revenus à distance, parce que je veux pas être obligé d'être à la même place tout le temps. Exactement. De me lever, je suis obligé d'être le lendemain dans la même ville que je suis là présentement, parce qu'il faut que j'aille à la shop ou au bureau, n'importe quoi. Là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non, c'est ça, c'est d'avoir cette liberté-là. Puis tu sais, si tu finis par passer 10 ans à Montréal, ben tant mieux, mais au moins, pendant tous ces 10 ans-là, tu vas avoir eu la certitude que quand tu veux lever le camp, tu lèves le camp, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ça te donne, moi en tout cas, ça me donne une paix d'esprit. De savoir que je peux aller où je veux, quand je veux, n'importe quand. Puis que je suis pas attaché à un scénario où est-ce que je suis à Montréal, puis là, ben, j'ai pas le choix, il faut que je passe les 6 prochains mois là, même si ça me tente pas. Je l'ai fait, mais là, j'ai envie d'essayer autre chose. Ah, c'est le fun, c'est la liberté. Je t'envie pour ça. Absolument. Mais comme tu dis, si je travaille fort, je peux y arriver. Ah, écoute, pour vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle tu peux pas y arriver. Il n'y en a juste pas, là. En plus, on s'entend, là, tu viens du Canada, un des pays les plus développés dans le monde. Tu es à l'école, tu sais lire, tu sais écrire. En plus, tu as un super beau background. Avec les gens, tu es super bon avec les relations humaines. Écoute, pour vrai,
Il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas avoir du succès. La seule chose qui pourrait t'empêcher d'avoir du succès, c'est toi-même. Oh my god, c'est tellement vrai. C'est ça qui me bloque depuis longtemps aussi. Mais on va travailler là-dessus. On est tous en croissance, hein, même moi, j'ai des défis sur lesquels je travaille. Là. Je veux dire, puis même président Obama, il y a des défis sur lesquels il travaille, puis Elon Musk, puis toutes les personnes à qui tu peux penser, là, il n'y a jamais personne de complètement fini. On est tous en évolution. Là. Mm-hmm. T'arrêtes jamais d'apprendre? D'apprendre, de croître, de poser des questions, de devenir meilleur, dans plein de sphères. Là, on parle beaucoup de business, mais de devenir une meilleure personne avec ta conjointe, si tu as des enfants, devenir un meilleur parent, d'être un meilleur fils, une meilleure fille. Il y a plein de sphères, puis c'est à nous de choisir lesquelles qui sont les plus importantes pour nous. Mais je pense que c'est ça, en gros, là, la vie, quand tu cesses d'évoluer, tu meurs, là. Tu meurs en dedans, là. Puis je dis ça par expérience, là, pour avoir pensé que le but de la vie, c'était d'être indépendant financièrement au point où est-ce que tu n'as plus besoin de rien faire, mais un coup, tu ne fais plus rien pendant un certain laps de temps, là. Pour vrai, la vie est plus belle, là. Elle est plus le fun. Tu te lèves le matin, tu n'es pas excité là, de dire « Hey, je vais genre essayer de passer à travers cette barrière-là aujourd'hui. » Non, il faut vraiment tout le temps pousser, tout le temps évoluer, aller vers la prochaine chose, ça, tout en ayant aussi un équilibre là-dedans. Il faut savoir apprécier ce qu'on a, mais je pense qu'on ne peut pas juste être... En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à date d'être juste dans l'appréciation sans avoir besoin du plaisir de pousser vers la prochaine étape. Ah, c'est clair. Je te connais en plus, puis je sais que c'est vraiment ton type de personnalité. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Quand j'aurai 70 ans, peut-être que je vais être bien content d'arrêter de pousser, mais je suis trop jeune encore. Là. J'ai 32 ans, puis c'est ça. Mais c'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est ta personne, toi aussi, tu essaies de continuellement t'améliorer. Ah oui, toujours. Toujours, puis c'est ça qui fait que la vie est belle, tu sais. C'est difficile, tu sais. Même, tu sais, les relations à long terme, là, je veux dire, tu aussi, tu as eu des relations à long terme avec tes copines, puis ça. Ça prend du travail, tu sais. Puis c'est pas toujours facile, tu sais, d'être avec quelqu'un. Tu sais, nos désirs sont différents, tout ça, mais il faut toujours négocier, essayer de trouver, tu sais, un terrain d'entente qui rend les deux personnes heureuses, tout ça. Puis, mais je trouve que t'en sors tellement meilleur, tu sais, de travailler comme ça, puis de pousser pour améliorer tout le temps. Ça finit par améliorer. Ça finit que ta vie, cette année, est meilleure que l'année passée, tu sais. Mm-hmm. Mais ça t'aide justement, tu t'aimes plus comme personne, puis les gens autour de toi aussi peuvent t'apprécier plus, puis ça va t'aider dans toutes tes sphères, que ce soit l'entrepreneuriat, justement, ou n'importe quoi. Si tu t'es amélioré comme personne, si t'as moins de défauts, ou tes défauts sont moins importants, sont moins grands qu'ils étaient, ben, absolument. Au moins, ça va juste t'aider. Là. Absolument. Puis en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton plus grand rêve? Je sais que tantôt tu parlais qu'avant ça, c'était d'avoir ton voilier et tout. Ouais. Là, ça a comme un peu peut-être bifurqué. Là, je sais pas ce serait quoi. Ou si c'est encore un peu ça. Je te dirais que c'est flou en ce moment dans ma vie. Depuis que... Moi, mon plus grand rêve à vie, là, c'était de devenir indépendant financièrement. Là. C'était ça que j'envisionnais comme... que j'envisageais comme le end-all be-all, là, que ça, c'était le bonheur lui-même, là, bonheur liquide, le petit baigne dedans à 24-24. Là. mais ça a vraiment été pas ça du tout. Fait que je te dirais, en dehors de ça, plus grand rêve, mes rêves sont plutôt généraux, je te dirais, tu sais, je rêve toujours de plus de liberté. Je rêve toujours d'aventure. Ma marche en Espagne, je veux la refaire. Il y en a aussi une en Israël, que tu traverses l'Israël à pied pendant 44 jours. Oh shit. Il y a plein de trips comme ça, là, où est-ce que je veux vivre ça. Là. Je veux me dépasser. Pas nécessairement me dépasser, j'aime pas ça dire ça, mais vivre des expériences où est-ce que tu enlèves tout le flafla, là, puis tu redescends à l'essence de toi-même. Là. Moi, je trouve que quand tu voyages, c'est pour ça qu'on en parlait un petit peu plus tôt. Là, tu dis, ah ouais, voyager, tout ça. Partir en voyage, c'est un des plus gros Kickstarter, là,
où est-ce que tu retournes vraiment aux sources, tu enlèves toutes les couches de responsabilité que tu as envers être la personne X, que tout le monde pense que tu es, que tu dois être, les apparences, tout ça. Puis tu fais juste vraiment redescendre à c'est qui ça, Jonathan Demers? C'est qui cette personne-là, au fond, là, en enlevant toute la crap qui a été bâtie pendant plein d'années de vivre à la même place, dans une certaine culture, avec des idées préconçues, tout ça. Quand tu pars en voyage, là, tu retournes vraiment à l'essentiel. Là. Fait que moi, j'en veux plus de ça. Je veux plus d'aventure. Je veux plus de profondeur dans ma vie, dans mes relations. Je veux aider des gens aussi. C'est un désir qui commence tranquillement à monter. Où est-ce que je commence à sentir un petit peu là, qu'est-ce que mon partner a vécu en m'aidant moi. Puis à dire, aïe, aïe, ouais, aider quelqu'un, c'est gratifiant. Puis c'est le fun. C'est le fun de dire, de donner de donner pour donner, finalement. Mm-hmm. Ouais, je te dirais, ça tourne beaucoup alentour de ça. Mais c'est pas rien de défini. Je peux pas te dire mon plus grand rêve, c'est X. Mon plus grand rêve, c'est d'aspirer à une vie meilleure avec les gens que j'aime alentour de moi. C'est vraiment ça. Là. Mais c'est très général. Ah, mais on voit justement que t'es quelqu'un quand même de simple en dedans, mais de pas justement. Tu veux pas plein de flafla, puis. Non, c'est ça. Mon plus grand rêve, c'est pas d'avoir une Lamborghini. Là. C'est rien qui m'intéresse moins que ça. Là. Je vais peut-être en louer une un jour pour savoir c'est quoi le feeling d'en conduire une. Mais vraiment, là, c'est. En tout cas, mon bonheur à moi ne passe vraiment pas par ça. Là. Pas du tout. Et plus dans les expériences humaines, les expériences personnelles aussi. Là, ouais. Fait que c'est ça, en terminant, je sais pas si toi t'avais quelque chose d'autre que tu voulais rajouter un peu, plugger un peu, t'as pas, à part tes logements, je sais pas si t'as un projet que tu veux plugger précisément, ou je sais pas si t'avais de quoi rajouter de plus à l'entrevue. Pas vraiment, non. J'ai pas rien à plugger comme tel, sauf vraiment comme comment je dirais, mon désir pour n'importe qui écoute ce podcast-là, mon désir de leur faire comprendre que, pour vrai, là, ça n'en revient seulement qu'à eux, que s'ils ont des rêves qu'ils veulent réaliser, ça a l'air kitsch, là, de dire, si tu y crois, fais-le, tout ça, là. Mais Christy, quand tu comprends à quel point c'est vrai, là, puis que ça te frappe, là, t'es comme, OK, je peux vraiment faire tout ce que je veux, là, pour vrai, là. Moi, j'ai même dit à des gens autour de moi, là, si je voulais devenir astronaute, je le deviendrais, là. Ça me prendrait peut-être 40 ans d'études puis de me plugger avec des connexions, tout le kit. Mais si je voulais vraiment ça, là, j'y arriverais. Juste pour dire c'est quoi le mindset derrière. Puis si les gens sont capables de se mettre dans ce mindset-là, il n'y a rien qui va les arrêter. Là. Fait que c'est plus ça que j'aurais envie de donner, plus que j'ai rien à plugger réellement, sauf d'essayer peut-être de convaincre les gens qui ont encore un petit doute, que pour une raison X, qu'ils ne peuvent pas atteindre tout ce qu'ils se set comme objectif, comme rêve, de dire non, vraiment, là, toutes les raisons que vous vous donnez pour ne pas aller de l'avant, c'est toute de la bullshit. La seule chose qui est vraiment, vraiment vraie, c'est que si vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Tout ce que vous imaginez. Bon, ben moi, je pense pas que j'ai rien de plus à ajouter. C'était des très bons mots de wisdom word, des très bonnes paroles de sagesse. Alors, merci beaucoup Marc-André pour l'entrevue. C'était vraiment très apprécié, très, très instructif aussi. Ben, ça fait plaisir, Joe. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Alors, on se retrouve à la prochaine fois. Merci. Salut là.